Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve sur Radio M ce matin avec Monsieur Smaïl Goumziane, économiste, ancien ministre du Commerce, du temps du gouvernement Hamrouche. Ça nous rajeunit pas, Monsieur Goumziane. Exactement. Merci d'être notre invité ce matin. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans les locaux de Radio M. Et je crois que Hassan Haddouche, qui nous accompagne dans cette émission, que c'est la première fois qu'on accueille un acteur de premier rang de la période du contre-choc pétrolier de 86-94 entre guillemets, parce que c'est l'année où l'Algérie a opté pour une solution, c'était le rééchelonnement. Monsieur Goumziane, vous avez beaucoup alerté sur le risque de retomber dans cette situation à travers vos livres, vos interventions, vos articles, au milieu des années 2000, 2007, 2008, 2009, au moment où le prix du pétrole était élevé. Nous sommes quand même dans le problème. Nous sommes quand même devant une chute des revenus pétroliers de l'Algérie et une difficulté très grande de la balance des paiements et du budget de l'État. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les années Bouteflika qui aurait pu nous éviter de nous retrouver dans cette situation ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité et puis bonjour à tous les internautes qui nous écoutent. Ce qui aurait pu nous permettre de ne pas tomber dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est probablement une autre manière de faire en termes économiques et qui n'a pas été fait que beaucoup d'autres pays ont fait lorsqu'ils engrangent des recettes pétrolières au moment des embellis comme nous en avons connu donc depuis le début des années 2000. Paradoxalement, c'est quand on a beaucoup d'argent qu'il faut dépenser le moins. Ou en tout cas... Donc épargner, on peut vous rétorquer tout de suite. Le gouvernement algérien a épargné FRR et réserve de change. Alors, d'une part, donc ne pas dépenser plus qu'il ne faut, et ensuite cibler davantage l'utilisation qui peut être faite de ces dépenses. En particulier dans le cas algérien, on s'est surtout impliqué dans d'énormes dépenses publiques. C'est la dépense publique qui a pratiquement mené toute la politique économique depuis une dizaine d'années. Et on sait le montant faramineux de cette dépense publique sans les effets attendus, disons, en termes de développement. Alors on peut aussi, je me fais un peu l'avocat du point de vue entre guillemets officiel, dire que cette situation d'excédent de revenus est arrivée après les années 90 où il y a eu du sous-investissement, où il y avait un retard qui s'est creusé dans les infrastructures et il fallait faire du rattrapage. Et donc ça pouvait justifier ce niveau de dépenses dont vous parlez. Alors c'est vrai qu'il faut être juste. Il y avait un énorme retard en termes d'infrastructures dans le pays, hérité non seulement des années 80, mais même avant, parce qu'il faut se le rappeler, à l'époque de l'industrialisation triomphante, on a surtout pensé aux usines, aux projets industriels et moins aux infrastructures. Donc c'était une situation un petit peu inverse de celle que nous avons connue ces dernières années. Mais lorsque l'on regarde la manière dont les dépenses publiques ont été faites, on peut se rendre compte que les infrastructures qui ont été mises en place n'ont pas eu les effets escomptés en termes, j'allais dire, d'impulsion d'un nouveau développement ou d'un rattrapage du développement dans le pays. Et c'est peut-être là que le bas blesse, sans compter que lorsque l'on regarde la manière dont les dépenses publiques ont été faites, on se rend compte, les experts le montrent, les bureaux d'études ou de conseil le montrent, bien souvent, à vouloir rattraper très vite le retard en termes d'infrastructure, on a peut-être été moins exigeant en termes de contrôle sur les coûts des infrastructures. Et on se rend compte que la dépense publique aurait pu être, pour les mêmes infrastructures, nettement inférieure à ce qu'elle a été dans bien des projets qui ont été réalisés. Alors, dérapage des coûts dans cet effort de rattrapage, peut-être trop rapide, effectivement. On a toujours privilégié les délais, remettre très vite chaque équipement et donc recourir peut-être en particulier aux Chinois qui proposaient les délais les plus courts. Mais vous avez été, monsieur Smaïl Goumziane, un peu à l'origine de ce concept. Ce qu'est en train de faire la politique des années Bouteflika, c'est de l'infrastructure industrialisante, un clin d'œil aux industries industrialisantes du temps de Houari Boumediene, avec quand même cette réserve, il faut bien veiller à ce qu'elle soit réellement industrialisante. Elles n'ont pas été, parce qu'effectivement, l'effet a été plutôt exogène.
Alors, vous avez parfaitement raison. Les faits étaient exogènes pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, au lieu de faire appel au savoir-faire national, même avec l'assistance de partenaires étrangers, on a principalement fait appel aux partenaires étrangers dans la réalisation de pratiquement toutes les infrastructures. Donc, de ce point de vue-là, déjà, disons, les insuffisances sont très nettes. Par ailleurs, pour que les infrastructures soient industrialisantes, entre guillemets, ce qui rappelle le mécanisme que l'on voulait mettre en place lors de la période des industries industrialisantes, il eût fallu que les infrastructures soient effectivement un élément de déclenchement d'un processus d'industrialisation autour de ces infrastructures, aussi bien en amont qu'en aval. Or, aussi bien en amont qu'en aval, ça n'a pas été le cas. On a préféré, on constate aujourd'hui que les infrastructures n'ont pas créé en amont toutes les industries qui auraient dû naître pour participer, d'industries locales, pour participer à la réalisation de ces infrastructures, à la maintenance de ces infrastructures. Il n'y a pas eu d'investissement en même temps et de la même manière en amont. On n'a pas aujourd'hui les industries ou les acteurs économiques nationaux capables d'utiliser d'une manière optimale toutes les infrastructures qui ont été mises en place. On peut le voir pour l'autoroute, on peut le voir pour les ports, on peut le voir pour d'autres infrastructures. Et il manque donc ce mécanisme, sans compter également qu'il manque un mécanisme essentiel, c'est que pour que les infrastructures soient industrialisantes, entre guillemets, il eût fallu également qu'il y ait une stratégie en matière de commerce interne et externe qui favorise effectivement le développement du tissu industriel et non pas comme ça a été le cas. On fait des infrastructures en attendant qu'il y ait les industries ou qu'il y ait le développement. On ouvre la porte de manière débridée aux importations tous azimuts. On se retrouve aujourd'hui avec des niveaux d'importation extrêmement importants. Hassan Haddouche. Ouais, moi, je voudrais quand même faire la remarque que, bon, on avait beaucoup de retard dans le domaine des infrastructures, vous l'avez dit. Moi, je constate qu'aujourd'hui, on a beaucoup investi dans un certain nombre d'infrastructures au cours des 15 dernières années, c'est vrai. Mais je remarque que dans les classements internationaux que j'ai lus récemment, l'Algérie, en matière d'infrastructure, est encore considérée comme un pays qui est très, très en retard. C'est-à-dire qu'elle est classée autour de la 100e place, souvent, dans les classements, en matière d'infrastructure économique. Hein. Donc, apparemment, je veux dire, le rattrapage qui a été fait, il n'était pas un rattrapage colossal et les investissements dont moi j'ai l'impression que les investissements dont on parle, souvent ils sont même pas terminés. C'est-à-dire, je vois l'autoroute, on a fait l'autoroute, mais on n'a pas fait les pénétrantes. On n'a même pas livré l'autoroute. Bon, on n'a même pas livré l'autoroute. Donc voilà, on n'a pas terminé. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pris en compte dans les classements internationaux. Il n'y a pas de raison non plus souvent que ça ait un impact direct sur l'impulsion d'un processus d'industrialisation, puisque c'est pas terminé. C'est la même chose pour les ports. Les ports, on n'a rien fait. Donc le rail, il y a des investissements considérables, mais c'est en cours, c'est pas terminé. Donc souvent ce processus de rattrapage en matière d'infrastructure, en fait, il n'est pas terminé, il est en cours. Je vois on va souvent dans la vallée de la Sommam, là, on connaît tout cet endroit-là, il y a une pénétrante, mais elle est en cours de réalisation. Pour l'instant, elle n'a pas eu d'impact sur, disons, la région, parce qu'elle est toujours en cours de réalisation. Donc, vous avez complètement raison. Il faut se rappeler simplement qu'on reprochait, à l'époque des industries industrialisantes, on reprochait souvent au modèle de l'époque de privilégier les projets industriels les plus en pointe. On pourrait faire le reproche inverse aujourd'hui au processus de dépenses publiques dans le domaine des infrastructures. Nous avons des infrastructures qui, au moment où elles sont réalisées, sont déjà des infrastructures obsolètes au plan international. Je veux dire que nous n'avons pas intégré dans le processus de développement des infrastructures en Algérie le fait que les infrastructures aujourd'hui dans le monde sont des infrastructures à l'ère de la nouvelle technologie des informations et de la communication. Bien sûr. Les autoroutes que nous faisons sont des autoroutes du XXe siècle. Ce ne sont pas des autoroutes du XXIe siècle. Les ports que nous faisons aujourd'hui sont des ports du XXe... Monsieur Goumzian, je voudrais qu'on évite d'instruire systématiquement à charge, parce que ça, je veux dire, voilà. Tout à l'heure, vous nous avez dit, on est en train de faire du rattrapage en matière d'infrastructure. Très bien. Vous nous avez dit,
on peut pas, on a fait appel à des entreprises étrangères essentiellement pour réaliser ces infrastructures. Maintenant, vous nous dites, ah oui, mais il aurait fallu faire des infrastructures du 21e siècle. Non, c'est du numérique. Avec quelles entreprises? Avec quelles entreprises? Je veux dire, moi, j'ai écouté le Wali d'Alger hier. Il nous disait, il y a quelques semaines, il nous disait, on est en train de faire du ravalement des immeubles à Alger. On trouve pas d'entreprise pour faire ravalement des immeubles. C'est-à-dire pour donner un coup de peinture et mettre un petit peu de ciment. Alors comment on fait pour trouver des entreprises qui vont réaliser les infrastructures du 21e siècle? Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut penser au développement des industries locales. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons les choses tout seuls. De même qu'à l'époque des industries industrialisantes, on ne faisait pas les projets industriels tout seuls. Il s'agissait d'être en capacité d'absorber le savoir-faire qui pouvait nous être apporté par les partenaires pour ensuite reproduire éventuellement les projets. Ce que les dépenses, je disais tout à l'heure, les dépenses ont coûté cher, mais les dépenses en infrastructure dans le pays auraient pu aussi intégrer la donne qu'il s'agit bien de faire des infrastructures d'aujourd'hui. Le projet de refaire une autoroute était absolument essentiel. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est l'autoroute que nous avons aujourd'hui est une autoroute en mesure d'absorber un vrai développement en termes de 21e siècle ou pas? On n'a déjà pas, vous le disiez vous-même tout à l'heure, on n'a déjà pas les pompes à essence, on n'a pas les aires de service, on n'a pas... C'est tout cela qu'il faut intégrer dans les nouveaux projets. Si on veut non pas toujours être en retard, j'allais dire, d'une période ou d'une décennie ou d'une vingtaine. Monsieur Goumziane, dans le diagnostic de cette période-là, comment en sommes-nous arrivés là? Il y avait cette allusion à l'épargne et à la capacité que certains pays ont développé, certains pays qui avaient des excédents. On parlait de la Norvège, mais on peut aussi évoquer des pays du Khalij. D'avoir des fonds souverains. L'Algérie a raté ce rendez-vous et aujourd'hui, il semblerait que ce soit un peu trop tard, même s'il y a encore des économistes qui disent que c'est encore possible. Une partie des réserves de change pourrait être transformée. L'autre volet, non, c'est pas le débat. L'autre volet, c'est quand même au milieu de ces années-là, avec le prix du pétrole cher, il y a eu quand même un retournement, c'est celui de 2009, de la crise de subprime en Algérie. On a pendu la LFC et on a tourné le dos aux investissements étrangers. Il y a eu le 51-49, il y a eu toute une série de dispositions qui ont gêné l'investissement étranger. Est-ce que c'est pas l'autre volet de ces années-là qui fait que nous dépendons encore aujourd'hui autant de la dépense publique? Est-ce qu'on n'a pas bridé l'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale? Alors, on l'a pas bridé l'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale. L'Algérie, depuis toujours, en tout cas, a un type d'insertion dans l'économie mondiale. La vraie question, c'est en tant que fournisseur de matières premières, oui. Voilà, est-ce qu'on voulait changer ce type d'insertion et passer à une insertion par le biais de l'économie productive, justement? Alors, la question qui est importante pour nous, c'est que il y a effectivement eu au milieu des années 2000, disons, de 2005, 2006, 2007, 2008, on aurait pu effectivement attacher davantage d'importance au-delà de la dépense publique et des investissements dans les infrastructures aux conditions essentielles pour booster le plus sérieusement du monde l'investissement étranger, mais aussi l'investissement national dans le secteur des activités productives. Il n'est pas normal qu'à l'époque que nous vivons, que le secteur industriel hors hydrocarbures ne représente que 5% du produit intérieur brut de l'Algérie. Ça n'existe pratiquement nulle part. Donc et pourquoi c'est le cas? Pourquoi c'est le cas? Parce que à côté, je le disais tout à l'heure, de la stratégie de développement infrastructurel, appelons-la comme ça, on a accolé à cette stratégie une stratégie complètement contraire qui est celle de booster au maximum les importations. On a favorisé les importations et dans bien des domaines que je connais pour avoir été dans le secteur industriel, dans le secteur des entreprises dans les années 80, nous avons toute une classe d'entrepreneurs industriels qui ont abandonné leur métier traditionnel d'industriel pour passer au métier d'importateur, au métier de concessionnaire et au métier de services commerciaux. Monsieur Goumziane, vous nous offrez une transition. Dans les actions qu'a engagées le gouvernement, puisque c'est de lui qu'il s'agit depuis 4 ans, pour faire face au contre-choc qui a démarré en juillet 2014, il y a la limitation des importations pour favoriser le développement des filières. Il y a 2 jours, Hyundai a lancé sa voiture assemblée, la première voiture assemblée à Thiers. Finalement, bienvenue la crise. C'est une opportunité pour essayer de faire ce que nous n'avons pas fait à l'époque du pétrole cher.
Alors c'est une bonne idée. Encore faut-il aller peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire raccrocher cette idée à une véritable stratégie de développement industriel. Moi, ce que je crains, mais j'espère que je me trompe, c'est que cette réduction des importations fasse diminuer l'offre d'un certain nombre de produits dans le pays et qu'il n'y ait pas la capacité assez rapidement, mais on le saura au-delà des années 2019-2020, d'une véritable capacité industrielle pour remplacer progressivement ces produits qui ne sont plus importés par des produits locaux. C'est la fameuse stratégie de l'import-substitution que nous connaissons tous. Mais ça, c'est un vrai problème. Et là, je voudrais revenir un peu en arrière sans vouloir, disons, nous flageller davantage. Mais cette idée de lier les importations et les investissements industriels dans le pays remonte à une circulaire de 1990 qui imposait à l'époque aux concessionnaires. OK, on ouvre le marché algérien, vous vendez pendant un certain nombre d'années vos produits en toute liberté dans le pays, sous condition que vous preniez l'engagement de réutiliser vos profits, vos excédents, etc., dans des investissements dans la même branche ou dans d'autres branches. Donc on a perdu 30 ans. Peut-être pas autant pour la filière de la pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, où quand même il y a cette clause-là a été plus ou moins appliquée. Aujourd'hui, on a 50% de la demande domestique qui est couverte par l'offre algérienne. Oui, c'est vrai. Sauf que là aussi, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que moi j'ai souvenir d'un ministre de la Santé qui annonçait dans les années 90, qui annonçait la couverture totale des produits de la santé pour les années 2000. Oui, sauf que bon, il y a des médicaments de nouvelle génération, c'est pas une analyse dynamique quand on fait. Voilà, c'était pas une analyse. Encore une fois, l'important c'est de faire. Ce qui est dangereux, c'est de promettre. Il faut aller au rythme de l'industrie, il faut aller au rythme de l'économie. Et malheureusement, dans notre pays, on oublie souvent que le rythme de l'économie n'est pas le rythme de la politique. Oui. Alors, dans l'actualité de la semaine, on va rentrer dans un chapitre où Hassan, à mon avis, aura des questions très précises à vous poser, Monsieur Ismaël Goumziane. Le projet de loi de finances est maintenant chez les parlementaires, le projet de loi de finances pour 2017. On a, pour la première fois, une baisse du budget d'environ 2%, avec une forte baisse des dépenses d'équipement et aussi, pour la première fois, une baisse du budget de fonctionnement. Est-ce que vous diriez que il était temps qu'on prenne le taureau par les cornes, ou est-ce que vous dites c'est trop tard, il aurait fallu engager ces réformes-là à la première année, ces ajustements à la première année de la baisse du prix du pétrole? Oui, mais on va pas, j'allais dire, débattre sur ces questions-là. Il aurait fallu, on peut toujours dire on aurait pu, il aurait fallu, etc. L'important, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle de gravité en termes économiques, que l'effondrement des prix du pétrole a surpris beaucoup de gens, y compris au plan international, que cela a l'air d'être plus ou moins durable, en tout cas à court et moyen terme, et qu'il fallait de toute façon une réponse à ce supplément de crise, disons, de l'économie nationale du fait de cette baisse des prix du pétrole. Donc, dans ces cas-là, et je pense que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions qui vont dans le bon sens, il faut le dire, il faut rétablir les équilibres économiques et il faut essayer de les rétablir le plus vite possible. Sauf encore une fois, que on ne rétablit pas les équilibres économiques d'une manière aussi simple. L'économie a ses contraintes, les grands équilibres ont leurs propres contraintes, et tout dépend bien entendu des variables d'ajustement que l'on prend en compte, et tout dépend bien entendu du rythme avec lequel on peut faire ces ajustements. Alors, vous dites il faut rétablir les équilibres. Oui, Hassan. Non, moi je voudrais exploiter le fait que vous avez été responsable, vous nous l'avez dit tout à l'heure hors antenne, vous avez été responsable d'une grande entreprise publique dans les années 80, à l'époque justement où du déclenchement du contre-choc pétrolier du milieu des années 80, et vous nous avez expliqué une chose qui est importante. Vous nous avez dit à l'époque, vous étiez à la Sampac, donc la SN Sampac, peut-être les gens s'en souviennent pas, mais c'est l'entreprise qui importait la semoule, etc. Des choses. Donc un secteur tout à fait stratégique évidemment pour les Algériens, particulièrement à l'époque.
Et vous nous avez expliqué qu'à l'époque, il fallait importer de la semoule, et on vous avait, comme il n'y avait pas d'argent du tout, apparemment, disons, on vous a demandé de proposer à vos clients, donc aux gens, à vos fournisseurs, disons, de leur donner, de faire du troc, en fait, leur donner du pétrole contre de la semoule. Bon. C'est intéressant, cette anecdote est intéressante, parce que aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là aujourd'hui parce que il y a quand même eu dans la période, récente, les 15 dernières années, disons, des réserves de change qui ont été constituées, des réserves financières, d'une façon générale, qui ont été constituées, et qui font qu'on est... Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous nous parlez souvent de pays comme on parle souvent de pays comme la Norvège, comme les Émirats Arabes Unis, effectivement, qu'on fait de grosses réserves financières. Nous, on en a fait. C'est ce qui nous permet de ne pas être encore au fond du trou aujourd'hui. Bon, on en a fait. Est-ce que vous connaissez un pays à population nombreuse, pas un pays de 2 millions d'habitants ou d'1 million ou de 200 000 habitants comme le Qatar, mais un pays à population nombreuse qui a constitué des réserves financières plus importantes que l'Algérie? Alors, je n'ai pas donc toutes les données, disons, au plan international, mais ce que je crois savoir, c'est que pour l'essentiel, ce sont des pays comme la Norvège ou comme certains pays du Golfe, etc., qui ont une faible population, donc une faible démographie. La Norvège, 3 millions d'habitants. 3-4 millions d'habitants, disons, qui ont procédé à cela. Ouais. Mais je crois qu'au-delà de la population... Donc c'est plus facile quand on est 200 000 habitants comme Qatar que quand on est 40 millions. Bon. C'est plus facile. Vous avez partiellement raison. C'est vrai lorsque les pays ont une faible population parce que les besoins de la population sont moindres que ceux d'un pays comme l'Algérie avec ses 40 millions d'habitants. C'est évident. Le deuxième point quand même sur lequel il faut insister, c'est que si ces pays-là ont pu constituer des réserves aussi importantes dans le cadre d'un fonds souverain ou dans d'autres types de fonds, c'est aussi parce qu'ils pouvaient s'appuyer dès ce moment-là sur un secteur économique productif hors hydrocarbures qui était puissant. Dans un pays comme la Norvège, il faut le savoir, malgré l'importance de son économie pétrolière, celle-ci ne contribue qu'à 20 ou 25% au produit intérieur brut de la Suède. Tout le reste, et notamment le secteur industriel, le secteur de l'agriculture et de la pêche en particulier en Norvège, intervient également pour les activités. Donc, il n'y a pas que l'aspect démographique. J'aimerais, revenir aussi sur la question que vous posiez donc sur la période des années 86-88 du premier contre-choc pétrolier. À cette époque-là, effectivement, on m'avait demandé d'acheter de la semoule contre du pétrole parce que la seule monnaie que nous avions, du fait du niveau d'endettement exceptionnel qu'avait l'Algérie à l'époque, et qui ne nous permettait pas du tout de nous retourner, la seule monnaie qu'on avait, qui était une monnaie, j'allais dire, physique, c'était le pétrole. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons acheté, entre guillemets, de la semoule sans payer, en faisant simplement confiance aux partenaires, en leur disant... Pour le moment, nous sommes dans la difficulté. Envoyez-nous de la semoule. Et quand nous serons sortis du gué... C'est plutôt le partenaire qui vous a fait confiance dans ce cas-là. Il nous faisait confiance parce qu'ils étaient sur le marché algérien depuis 30 ans. Ce que l'on sait, ou ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que l'Algérie a une carte en termes de commerce extérieur extraordinaire que nous n'utilisons malheureusement pas souvent. Monsieur Gomziane, j'ai lu dans l'un de vos écrits, je vous disais que l'Algérie a plus d'atouts dans le contexte de cette crise qu'il y a 30 ans. J'aimerais que vous rappeliez ces atouts, peut-être le niveau d'endettement, des choses comme ça. Et moi, je voudrais ensuite vous poser une question sur l'atout que nous avions dans les années 80, que nous n'avons plus aujourd'hui. Les atouts sont essentiellement des atouts financiers. Nous n'avons pas le niveau de difficultés financières que nous avions dans les années 80, c'est incontestable. Nous avons aussi mieux que cela, nous avons des niveaux de réserve qui restent malgré tout importants, même si le fonds des réserves est en tout cas en difficulté aujourd'hui et risque de fondre dès l'année prochaine. Donc ça, c'est important. Mais en dehors des aspects financiers, nous n'avons pas d'autres grands atouts par rapport à la période des années 80. Paradoxalement, dans les années 80, et j'attends votre question, il y avait d'autres atouts que nous avons perdus. La question, c'est la suivante. Le principal atout, vous venez d'en parler, à la fin des années 80, c'était de savoir que le domaine minier algérien était sous
exploré et qu'on savait qu'il y avait encore quasiment un deuxième Hassim Saoud à découvrir, ce qui a survenu en 1994 avec Hassi Berkin. Aujourd'hui, les spécialistes, les géologues disent que ça c'est terminé. Il y aura pas un troisième âge pétrolier algérien, comme bien même il devrait y en avoir un, on ne sait pas à quoi va ressembler l'offre et le marché énergétique mondial dans les 15-20 prochaines années. Et donc, cette fois-ci, on n'a plus de capacité de rebondir. Donc, on ne peut plus mettre, quand on va au marché international pour s'endetter ou, on n'en est pas encore là, chercher auprès d'un fournisseur des facilités, on n'a plus cette possibilité, cette monnaie physique dont vous parlez. Monsieur Haddouche parlait tout à l'heure ou c'est vous-même qui parliez tout à l'heure de la confiance que nous faisaient les partenaires. Les partenaires ne faisaient pas confiance au directeur général que j'étais à l'époque. Ils faisaient confiance à l'Algérie parce qu'ils savaient que sous les pieds des Algériens, il y avait des capacités en tout cas pour les années 90 et 2000, qui faisaient que l'Algérie, quel que soit son niveau d'endettement, avait les moyens de s'en sortir, de payer sa dette, etc. La seule question qui valait, c'était dans quelles conditions ce remboursement de la dette allait se faire, et on ne va pas aborder la question du rééchelonnement, etc. Donc on avait ce véritable atout, qu'on avait des ressources sous les pieds, qu'on pouvait monnayer et qu'on pouvait, disons, c'était bien ça le sens de acheter de la semoule avec du pétrole. C'était notre arme et elle était importante. Deuxième atout que nous avions et que nous avons perdu, c'est que nous avions, malgré ces difficultés notamment financières, nous avions un potentiel dans le secteur public de réponse à la crise qui était là. Et que les plus anciens d'entre nous se souviennent, que ce soit au moment du contre-choc pétrolier, que ce soit au moment des différents séismes que le pays a connus, le secteur public a toujours répondu présent. Et on a pu, rappelons-nous, répondre au dramatique séisme de l'Asnam avec le secteur public qui a envoyé tous ces travailleurs, toutes ces potentialités pour répondre à la tragédie que vivait le pays. Monsieur Goumzian, une question directe, est-ce que le périmètre du secteur public économique en 2016 n'est pas trop important en Algérie aujourd'hui? Alors, encore une fois, il est important si on considère qu'il est aujourd'hui un secteur malade. Et donc, plus il y a de malades, plus on a l'impression que le secteur est difficile. Il est insuffisant si nous avions, depuis les années 80, si nous avions restructuré sérieusement le secteur public pour en faire, aux côtés d'un secteur privé productif dynamique, une des deux jambes, j'allais dire, sur lesquelles on a essayé. On peut pas dire qu'on n'a pas essayé, mais à chaque fois, le politique fait que ça retombe. Je prends un exemple. Hassan Haddouche nous a fait sur Maghreb Émergent un article pas plus tard qu'hier pour nous annoncer que le gouvernement a renoncé à la privatisation des banques publiques par la Bourse d'Alger. C'était une grande mesure de 2015 qui a abandonné. Hamid nous l'a appris. Vous en pensez quoi, vous? Un secteur public financier qui monopolise 80% des dépôts, presque autant des engagements. Alors, si c'est sur le principe, je suis de ceux qui pensent depuis de nombreuses années que aucun, sauf secteur stratégique lié à la défense, etc., je suis de ceux qui pensent qu'il y a de la place pour le secteur public et pour le secteur privé dans tous les domaines, y compris dans le secteur bancaire. Donc, sur cette question-là, en termes de principe, aucun tabou. La vraie question qui se pose, comme toujours, c'est est-ce que le fait de libéraliser, de privatiser les banques ou le secteur bancaire algérien va donner plus d'efficacité aux nouveaux venus, donc au secteur bancaire privé qui va se mettre en place, est-ce que ça va donner plus d'efficacité au secteur bancaire public qui va rester? Dans les deux cas, il faut faire des analyses sérieuses. On peut, en tout état de cause, là aussi, éviter de refaire ce qui s'est fait dans les années 90, où on a tenté de privatiser un certain nombre d'entreprises bancaires privées, et on sait dans les conditions où ça s'est fait, à quelle catastrophe on a abouti et à quelle situation on a abouti. Monsieur Goumzian, moi je voudrais en venir à un problème de fond, à mon avis, que vous posez en filigrane depuis tout à l'heure. Bon, c'est celui de la construction d'un appareil productif national. Bon, vous nous avez dit que les infrastructures industrialisantes, etc., c'est pas la bonne... Enfin, entre guillemets, c'est pas la bonne démarche parce qu'elles n'ont pas été industrialisantes. C'est la bonne démarche, mais elles ont été incomplètes. Voilà, elles ont été incomplètes. Donc, moi,
Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que vous serez, bon, de mon point de vue, pour dire qu'on n'a rien fait depuis 30 ans, etc. Bon, on peut pas dire qu'on n'a rien fait depuis 30 ans. Monsieur Goumziane n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, par exemple? Est-ce que la démarche qu'on a adoptée, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, est-ce que c'est un bon exemple? Cette démarche, bon, vous nous avez dit, il faut pas fixer des objectifs irréalistes, etc., faut pas trop promettre, mais est-ce que cette démarche qui consiste, bon, à encourager la production nationale, à faire des listes négatives d'interdiction d'importation de médicaments, est-ce que cette démarche de coordination entre l'action des pouvoirs publics et puis les associations de professionnels, bon, est-ce que de votre point de vue, ça, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut élargir à d'autres secteurs, hein? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que vous en voyez d'autres? Non. Alors, si je vous comprends bien, au niveau du secteur de la santé, en tout cas de la production du médicament, oui. On appelle cela en termes économiques, et vous le savez bien, c'est le développement par filière. Il était effectivement important, et on ne l'a peut-être pas fait suffisamment dans toutes les filières qu'on aurait pu développer, de développer une approche en termes de filière. C'est-à-dire, dans le cadre d'une stratégie nationale de développement, prendre un certain nombre de filières qui sont des filières dans lesquelles nous pouvons avoir un avantage comparatif, voire même un avantage compétitif, et dire, sur les 20 ou 30 prochaines années, nous allons développer toute la filière de l'industrie de la santé, toute la filière de l'industrie du transport, pas seulement du véhicule particulier, et remonter les chaînes en amont et en aval pour effectivement construire des ensembles cohérents, complexes, qui font appel à tous les secteurs de l'activité économique nationale, pas seulement au ministère de tutelle, mais qui font intervenir en horizontal toutes les compétences. Et ça, malheureusement, effectivement, ça n'a pas été fait. Et moi, Monsieur encore une fois... Peut-être que c'est en train de se faire, mais ça se fait en dehors des radars et de l'action de souveraine. Hein. Je prends l'exemple de Condor et de Cevital. Condor développe un système de production national qui s'appuie beaucoup sur le savoir-faire chinois. Il y a au départ beaucoup d'assemblage avec une intégration qui est en train de remonter. Enfin, on ne sait pas où elle en est arrivée. La démarche du groupe Cevital, c'est d'acheter une marque à l'international, brand, de devenir donneur d'ordre et de faire une intégration de la chaîne de valeur internationale en étant le donneur d'ordre et d'implanter en Algérie l'unité principale de production. Donc c'est peut-être en train de se faire. Ils l'ont fait avant avec Oxo aussi. Avec Oxo, avec le verre. Mais c'est une piste. Alors c'est une piste, mais ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est que ce sont des francs-tireurs. Ce sont malheureusement des francs-tireurs. C'est-à-dire dans le cas de Cevital, c'est même des maquisards, parce qu'ils ont l'administration contre eux. Donc des francs-tireurs qui prennent sur eux de faire ce que une stratégie nationale de développement ne leur permet pas de faire, parce que l'avantage d'avoir une stratégie nationale de développement par filière, c'est que dans la filière considérée, l'acteur que serait Cevital ou que serait Condor ou d'autres se sentirait appuyé en amont et en aval, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau de toutes les infrastructures, pour aller plus vite et plus loin. Parce que ce qu'on peut reprocher au modèle Cevital, etc., c'est peut-être que là aussi, le rythme, qui est un rythme relativement lent de développement, parce qu'il n'est pas appuyé, parce qu'il ne s'inscrit pas dans une démarche générale de stratégie de développement par filière. J'avais cité, pardon, je vais très rapidement, j'avais cité que pratiquement au moment où une entreprise, par exemple, comme Lénier ou comme Cevital naissait en Algérie, vous aviez la naissance de Samsung en Corée du Sud. Quasiment. Dans le même temps, Samsung est devenu leader mondial dans un certain nombre de domaines, et nos entreprises rament terriblement à travers les procédures administratives, les problèmes de foncier, les problèmes d'importation, les problèmes plus ou moins bureaucratiques, pour essayer d'aller du mieux qu'elles peuvent, mais elles ont un rythme relatif. On a cité deux marques, deux entreprises. Ce sont pas des entreprises publiques. Donc je vous pose une question. La dernière fois, Hassan Haddouche disait, il s'est fait des choses. Il y a eu notamment la stratégie industrielle proposée par M. Temmar, qui faisait des entreprises publiques le cœur du développement industriel d'Algérie et du secteur privé une sorte de nuée de sous-traitants qui viendraient derrière des champions qui seraient des champions publics. Est-ce que c'est pas désuet de continuer à penser comme ça? Et depuis, on n'a pas encore remis en cause cette démarche. C'est évident que c'est désuet. C'est évident que c'est désuet. Il faut absolument qu'on comprenne, c'était l'esprit des réformes des années 90, il faut absolument comprendre que ce qui est important,
ça n'est pas le statut de l'entreprise, c'est son efficacité et sa compétitivité. Si c'est une entreprise privée, marhaba. Si c'est une entreprise publique, tant mieux. Mais on ne peut pas exclure l'un ou l'autre uniquement par idéologie en disant l'entreprise publique va être, comme on le disait dans les années 70-80, le fer de lance du développement. Non, dans des pays comme la Corée du Sud, le fer de lance du développement, c'est bien souvent des entreprises qui, même s'il y a un très fort soutien de l'État, sont des entreprises privées et il n'y a absolument aucune honte à avoir. Ça n'est plus d'époque d'avoir des entreprises publiques qui soient des champions, comme vous le disiez. Moi, je serais très heureux que l'entreprise Cévital ou l'entreprise Condor soit demain le numéro 1 en Afrique ou le numéro 1 en Méditerranée dans le domaine qui les concerne. Okay. Monsieur Goumzian, en dehors, disons, des stratégies d'un certain nombre d'acteurs privés, bon, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que ce que le gouvernement fait actuellement dans des filières comme le médicament, comme l'industrie automobile, ou les matériaux de construction. C'est-à-dire bon, vous parliez de stratégie par filière. On a l'impression, enfin, au moins entendre le discours gouvernemental, qu'il y a un certain nombre de filières qui ont été identifiées, qu'il y a des mesures qui sont prises dans ces différents domaines, il y a des pressions qui sont relativement fortes qui sont exercées sur les opérateurs. Bon, il y a une démarche qui semble relativement cohérente, qui semble donner quelques résultats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus dans ces filières-là que ce que le gouvernement fait actuellement? Alors, on ne sait pas tout ce que fait ou tout ce qu'envisage de faire le gouvernement parce qu'on n'a pas toutes les stratégies à moyen et long terme. Elles sont probablement en cours d'élaboration. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé. Ce qui est sûr, c'est que il faut absolument que dans le domaine des stratégies de filière, on ne laisse pas les stratégies de filière se faire uniquement au moment des crises et uniquement au moment où les ressources sont les plus limitées, en disant on va plus importer de véhicules, on va les monter sur place, etc. Il faut une véritable stratégie sur 20 ou 30 ans au niveau des différentes filières pour décrire tous les passages nécessaires de l'amont à l'aval pour maîtriser sur une période de 30 ans telle ou telle filière, que ce soit celle des produits de la santé, que ce soit celle de l'agroalimentaire. Et malheureusement aujourd'hui encore, ceux qui s'inscrivent dans cette volonté d'inscrire leur propre démarche dans une démarche de remontée de filière le font à titre individuel, avec l'aide certes du ministère de l'Industrie ou en tout cas des ministères compétents, mais ça reste, de mon point de vue, encore trop insuffisant. Et en tout cas, on ne voit pas très bien comment sont structurées les différentes stratégies de filière. Monsieur Goumzian, vous avez été ministre du Commerce comme on disait, le gouvernement Hamalouche en 1990. Vous connaissez bien la variable prix, l'outil prix dans une politique économique. Nous, avec Hassan Haddouche, on pose souvent cette question à nos invités. Le volume des transferts sociaux reste important en Algérie. Bouteflika, le président, l'a revendiqué pour dire que l'État continue d'avoir une politique sociale. Vous dites quoi, vous, de cette politique? Vous dites quoi des prix, des subventions dans l'agroalimentaire, dans le carburant? Est-ce que vous dites que il faut aussi agir dessus souverainement avant que le FMI ne revienne si on échoue et qu'il nous impose son agenda? Alors, je crois que dans le domaine des prix et des subventions, peut-être plus que dans tout autre, même si parfois c'est difficile dans notre pays, il faut partir du principe qu'il n'y a aucun tabou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, s'il faut réfléchir sur les subventions, il faut réfléchir sur les subventions. Mais ça veut dire aussi, à contrario, que les subventions en tant que telles ne sont pas un mal absolu. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que dans tous les pays du monde, et pas des moindres, les États-Unis d'Amérique pour ne citer que celui-là, la politique des subventions est un outil économique qui est utilisé par les gouvernements. Et alors, par exemple, les prix énergétiques. Est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question de manière plus orientée, un intérêt à revenir plus près des prix de marché pour libérer des quantités plus grandes, parce qu'on gaspillera moins, et les destiner à l'exportation? Dans le cas du gaz, c'est une évidence. Dans le cas du carburant, aussi. Alors, il faut être très prudent. C'est une question. Oui, non, il faut être très prudent. Encore une fois, quand on parle de subventions, il faut savoir quelle est la situation.
pourquoi on décide de subventionner tel ou tel secteur, tel ou tel acteur, tel ou tel segment de l'économie nationale, et pourquoi on ne le ferait plus. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir des subventions, de ne plus en avoir. On peut, lorsqu'on étudie ce domaine, on peut constater qu'il y a toute une série d'avantages à avoir des subventions dans le domaine de l'énergie pour l'Algérie, aussi bien pour le marché intérieur que pour le marché extérieur. Si on veut, prenons un cas très simple, si on veut demain favoriser l'investissement étranger, qu'il soit un investissement étranger, purement étranger, ou un investissement extérieur venant de la diaspora nationale à l'étranger, un des éléments de compétitivité que pourrait avoir et donc d'attractivité que pourrait avoir le pays, ce serait que par rapport à d'autres pays, les gens trouveraient chez nous une énergie à bon marché. Vous parlez pour le passé, moi je vous oppose pour l'avenir, je vous oppose le passé. Nous sommes depuis quasiment toujours un pays à faible coût énergétique et le pays le moins attractif au Maghreb en termes d'IDE. Donc ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné parce qu'il ne suffit pas d'un critère pour amener un partenaire à venir investir chez vous. C'est un ensemble de critères et malheureusement, il y a d'autres critères qui sont plutôt défavorables. Vous parliez de la règle des 49%, 51%. On pourrait parler aussi par certains côtés, le coût du travail par rapport à d'autres pays concurrents. On n'a pas l'avantage puisqu'on n'a pas les IDE. Par contre, on a le désavantage puisqu'on gaspille. On est aussi le pays qui a la plus faible efficacité énergétique dans la zone sud Méditerranée. Oui, alors ça aussi, c'est donc un des aspects. Donc, on peut avoir des avantages, on peut avoir des inconvénients. Parmi les inconvénients, le coût énergétique, effectivement, dans le pays, le gaspillage de l'énergie, le fait que l'énergie, les subventions sont pratiquement généralisées, qui fait que aussi bien un chauffeur de taxi qui a besoin d'essence pour son véhicule que celui qui prend son véhicule pour aller se promener le dimanche à Bouchaoui paye l'essence le même prix, etc. Et on pourrait faire la même analyse pour le pain, pour d'autres produits qui sont subventionnés. Donc il y a peut-être dans la mise en œuvre de la subvention une stratégie qui est à revoir et c'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de tabou. Subvention, pourquoi pas? Pour quels objectifs? Est-ce que ces objectifs ont été atteints ou ne sont pas atteints? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Et ces effets pervers, on les connaît depuis les années 80. Dans le domaine où j'étais, donc dans le domaine de la semoule et du pain, on a toujours eu ce problème des mauvaises subventions qui étaient attribuées autour de l'activité du pain. La baguette à 10 dinars, M. Goumzian, vous ne pensez pas que c'est une invitation au gaspillage? C'est une invitation au gaspillage si on n'a pas un système plus performant, par ailleurs, pour soutenir la consommation des populations les plus démunies. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas tout ou rien. Ce n'est pas ou la subvention et une baguette à 10 dinars, ou pas de subvention du tout, et on lâche les prix du pain dans le pays. Il est clair qu'il faut clarifier les choses et que c'est malheureusement un débat que nous avions dans les années 80 et qui n'a toujours pas avancé dans ce domaine particulier. Le ministre des Finances parle de début de ciblage pour passer à des aides directes pour les populations qui en ont besoin. Vous avez commencé à le faire à votre époque. On avait commencé à le faire et alors ça suppose quand même une chose qu'il faut absolument mettre en œuvre au niveau du pays, c'est que le ciblage ne peut pas être un ciblage bureaucratique. Le ciblage. À qui il faut le confier? Il faut faire participer tous les gens concernés par la subvention. Ça veut dire, comme on avait commencé à le faire dans les années 80, les boulangers, les consommateurs, les syndicats. Il n'y avait pas de multipartisme à l'époque, mais le parti unique qui était là. Il faut absolument que les décisions et les ciblages qui sont proposés fassent un minimum de consensus au niveau national. Sinon, on le sait très bien, la question est particulièrement sensible et dans le domaine alimentaire, il faut être très prudent avant de toucher donc à la question des subventions. Moi, j'observe que depuis 4 ou 5 ans qu'on parle de révision du système de subvention,
absolument personne n'a parlé de toucher à la subvention des produits de première nécessité. Ni le pain, ni le lait. C'est absolument pas au programme du gouvernement. L'objectif, c'est de toucher essentiellement à la subvention des prix énergétiques qui coûtent quand même, on le sait maintenant, puisque ça a été intégré dans les lois de finances, les 2 dernières, on sait que ça coûte 10 fois plus cher. La subvention des produits énergétiques coûte 10 fois plus cher que le prix du pain ou du lait. Donc, je veux dire, à la limite, il n'y a aucune raison de s'intéresser d'abord au prix du pain et du lait, puisque ça coûte 10 fois moins cher. Alors, la fin des subventions dans le domaine des produits alimentaires ne soit pas l'ordre du jour est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que vous le dites effectivement, j'allais dire les ressources que l'État peut trouver dans une remise en cause d'un certain nombre de subventions sont probablement plus importantes dans le domaine énergétique que dans le domaine alimentaire. Ceci dit, il ne faut pas attendre le besoin de ressources dans le domaine, parce que demain, la fin des subventions dans le domaine de l'énergie n'a pas suffi. On va passer à la fin des subventions ou en tout cas à la modification des subventions dans le domaine alimentaire. Il y a déjà, et on le sait depuis une trentaine d'années, il y a un gaspillage au niveau de cette question des subventions dans le produit alimentaire. Il faut donc y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut y réfléchir pour les mettre en action demain, mais il faut réfléchir déjà à un système alternatif. Pour le faire dans le moment où, à la limite, où les choses on peut arriver à un consensus tranquille, pacifique et passer, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra passer à un autre système d'un meilleur ciblage. Il n'est pas normal que une grande partie du pain aujourd'hui aille vers l'aliment du bétail, alors que ou la pâtisserie. Ou à la pâtisserie, alors que donc il faut être très prudent, certes, et le gouvernement en ce sens a tout à fait raison. Il faut, par ailleurs, ne pas oublier que même dans ce domaine-là, comme je le disais tout à l'heure, la question des subventions n'est pas tabou et qu'il faut, là où il y a du gaspillage, essayer de limiter ce gaspillage, voire de le réduire. Monsieur Goumzen, les 45 minutes de l'invité du direct se sont écoulées particulièrement vite. On va finir sur quand même une ou deux questions au cœur de ce sur quoi vous travaillez. Vous êtes économiste, universitaire pendant de longues années à l'université de Dauphine à Paris, ancien ministre du Commerce. Est-ce que le gouvernement algérien vous associe à sa réflexion sur le nouveau modèle économique de croissance? Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Alors, association, non, faut être très clair. Je crois que ça n'est pas, j'allais dire, la situation du gouvernement actuel. C'est une vieille pratique de l'administration algérienne de ne pas faire appel, disons, aux anciens cadres, que ce soit des anciens cadres politiques ou des anciens cadres économiques. Nous avons toute une série d'anciens cadres du secteur public et du secteur privé qui sont aujourd'hui à la retraite, auxquels on ne fait pas appel. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de contribuer à ce débat national par un certain nombre d'écrits que je fais, soit dans la presse nationale, soit, on dirait aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, c'est le mot à la mode, mais aussi à travers la publication d'ouvrages sur l'économie algérienne. Alors, dans le rôle de lanceur d'alerte, vous avez fait mouche en signalant quand même cette exportation invisible qui a tant coûté à l'Algérie. Ce sont les cadres formés en Algérie qui profitent aux économies avancées. Vous dites basta, c'est à peu près plus de 400 milliards de dollars en cumulé de richesses supplémentaires pour ces pays-là, qui n'ont pas formé ces cadres en Algérie et qui bénéficient de leur dynamisme chez eux. Vous dites il faut stopper l'hémorragie. Comment on pourrait faire? Je crois que pour stopper l'hémorragie, il faut créer le besoin pour ces cadres, en tout cas pour une partie de ces cadres et d'autres, qui sont d'anciens émigrés depuis l'indépendance et peut-être même avant, et qui ont réussi dans le domaine économique à l'étranger, de créer toutes les conditions pour que ce retour ou cette participation, même à distance, puisse se faire au niveau de l'économie nationale. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer au cours des années 2000 de nombreux entrepreneurs algériens installés en Europe dans tous les domaines d'activité, je dis bien dans tous les domaines d'activité, y compris de la nouvelle économie, qui ont réussi dans l'économie en Europe et ailleurs, et qui aujourd'hui se demandent comment faire pour participer activement en retour au développement de leur pays, et qui ne trouvent pas souvent les interlocuteurs ou en tout cas les mécanismes qui leur permettraient de participer activement au développement de leur pays. Et donc tous ces gens-là, il faut
pouvoir les ramener, sans compter qu'il pourrait être toute cette diaspora, qu'il pourrait être des vecteurs essentiels pour attirer derrière eux des partenaires étrangers. C'est une condition de succès aujourd'hui. Par exemple, il faut se le rappeler, c'est si la Chine a pu se développer, c'est en grande partie grâce à la diaspora chinoise qui était installée à l'étranger et qui a amené derrière elle des partenaires étrangers. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, les étrangers nous regardent et si les Algériens ne sont pas les premiers à venir travailler dans leur pays, les étrangers ne viendront pas. Monsieur Smaïl Goumiziane, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci à vous. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.